en anglais. Et voilà. Très bien, bonjour. Merci Sébastien Tassi de participer à ce troisième webinaire de psychiatrie, donc sous l'égide de la CPTS Active Santé. Et dans le cadre de cette CPTS, on a un groupe santé mentale. Et ce groupe santé mentale qui démarre s'attache surtout à renouer quelque chose de la communauté des psychiatres et psychologues et autres psy, quelque chose du secteur 4-5. Et dans le cadre de nos activités, j'avais promis que ça serait court, donc on va faire des webinaires 2 par an, format court, 1h30, 13h15, enfin voilà, entre 3/4 d'heure et 1 heure maximum. Et donc ça se passe au mois de juin, et là c'est la deuxième fois. Et la prochaine session, ça sera en octobre. Cette année, ce sont les troubles de l'humeur et les spécificités des troubles de l'humeur, des dépressions, aux extrémités de la vie. Donc là, aujourd'hui, euh, voilà, les personnes âgées. Donc merci Sébastien. Et à la rentrée, on n'a pas encore la date, septembre-octobre, ça sera plutôt dépression des vieux ados ou jeunes adultes. Voilà. Merci à tous. Bon webinaire et merci Sébastien. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez mon PowerPoint qui est partagé ou pas? Oui, on le voit. Ok, ça va, très bien. Parce que moi, quand je le mets en plein écran, je ne vous vois plus, mais c'est pas très grave. Donc, je vais vous parler de la dépression du sujet âgé. Donc, je suis Sébastien Tassi, je suis psychiatre, je travaille dans le service de Michel Zermolach à Sainte-Marguerite, au pôle Solaris. Avant d'être psychiatre, en fait, j'ai été gériatre. Donc, c'est pour là que je m'occupe des sujets âgés. Et vous allez voir que, en fait, la dépression du sujet âgé a quelques spécificités que je vais essayer de vous faire partager. Alors surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions parce que je préférais que ça soit interactif. C'est plus facile pour moi et c'est plus intéressant pour vous. Alors, la dépression du sujet âgé, on va commencer par les généralités. Une chose qui est très importante à savoir, c'est que c'est une maladie qui est grave. Par sa fréquence, par son pronostic et par le risque suicidaire. Et au-delà du risque suicidaire, les conséquences sont graves, notamment d'un point de vue social et fonctionnel. Il y a un risque de rechute et de récidive qui est très importante et elle est souvent intriquée avec les maladies chroniques. La dépression du sujet âgé, elle est souvent méconnue et sous-diagnostiquée de la part de tous les intervenants en santé, mais en particulier des médecins généralistes qui sont peu ou pas formés. D'ailleurs, sur le site de la CPAM de Amélie, il y a un tuto sur la dépression du sujet âgé qui est pas mal. C'est une vidéo qui va durer 10 ou 15 minutes. Je pense que c'est très bien pour les médecins généralistes qui veulent avoir un petit rappel une fois de temps en temps des spécificités de la dépression du sujet âgé. L'obstacle principal, moi, qui me semble être le plus important, c'est pas tant l'absence de connaissances, mais plutôt comment dire, euh, les idées qu'on peut avoir face aux sujets qui vieillissent et en particulier les représentations qui concernent le vécu affectif du vieillissement. Et encore pour beaucoup de gens, alors je ne suis pas dans la tête de mes confrères généralistes qui sont là aujourd'hui,
mais pour beaucoup de gens, quand même, il est normal d'être triste ou en tout cas d'être déprimé quand on est vieux. D'accord? Donc, ça fait que ça entraîne euh, un, un retard, en tout cas au diagnostic, ça c'est sûr, mais aussi simplement à l'hypothèse diagnostique. Et là, je parle des médecins généralistes, mais il faut parler aussi de tous les intervenants en santé, en particulier des infirmiers qui sont souvent enfin en tout cas dans ma pratique, parce que ma pratique se divise entre l'hôpital et la maison de retraite, qui sont souvent l'interlocuteur privilégié quand les sujets sont un peu isolés. C'est d'autant plus dommage que la dépression du sujet âgé, c'est pas très compliqué, que le dépistage est assez facile, il peut être fait par, j'allais dire, par n'importe qui, et qu'il existe des traitements qui sont simples et efficaces. Là, c'est un rappel très général sur l'épisode dépressif majeur selon le DSM-5. Alors, c'est une maladie à critères, la dépression, enfin, selon le DSM, c'est une maladie à critères. Donc, il faut qu'il y ait au moins 5 des symptômes qui sont listés ci-après, dont un ou moins des deux premiers symptômes, c'est-à-dire l'humeur dépressive, rapportée par le sujet ou, et là c'est très important et j'insiste bien là-dessus, ou l'entourage, d'accord? Parce que une des caractéristiques du sujet âgé, et j'aimerais que ce soit une des choses que vous reteniez de mon exposé, c'est qu'ils ont tendance à ne pas verbaliser la tristesse ou les affects dépressifs. Le deuxième critère majeur, c'est la perte d'intérêt ou de plaisir. Et puis après, il y a les autres symptômes, les autres critères. L'atteinte des fonctions instinctuelles avec une modification de l'appétit ou du poids, une modification du sommeil. Et puis, le ralentissement ou l'agitation psychomotrice, l'asthénie ou la perte d'énergie, des sentiments ou, j'allais dire, une idéation de dévalorisation ou de culpabilité et une atteinte, on va dire, cognitive, la difficulté à penser, une difficulté d'attention et de concentration. Ces symptômes ont un impact sur le fonctionnement quotidien et ne sont pas expliqués par une cause toxique ou par une autre cause médicale. Voilà, ça c'est la définition, j'allais dire, simplex de l'épisode dépressif majeur selon le DSM. Pourquoi c'est difficile de prendre en Excuse-moi, charge les je peux intervenir? PHD? Ben, déjà, c'est pour poser le diagnostic, ou en tout cas, simplement pour évoquer l'hypothèse diagnostique. Les sujets âgés ont, encore une fois, je le répète, c'est important, du mal à verbaliser leur tristesse. Je pense que c'est Sébastien, Ouais, du coup, donc là, tout le monde m'entend, hein, c'est On ça? te voit pas, mais- Du coup, je fais comme tu as dit, j'interviens ouais, sur la diapo précédente. Il y a un des critères, c'était ralentissement ou agitation. ouais, Bon, eh ben, c'est juste rappeler l'importance de cet autre critère là qui est ben, du côté de la colère et l'irritabilité. C'est pas que les gens deviennent chiants, hein, pour dire les choses simplement. Cette irritabilité qu'on retrouve chez les personnes, c'est pas parce qu'ils deviennent déments ou désagréables, ça peut être justement c'est pour appuyer sur ce symptôme de ouais. l'agitation et de la colère qui est vraiment à prendre en compte et pas comme un mouvement d'humeur euh, voilà, enfin simple, si Ok. je puis dire. Voilà. Alors, Je t'écoute. on va revenir dessus parce qu'en fait, ça fait partie des caractéristiques de la dépression du sujet âgé Ok, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister. ok, super. Je t'en prie. Donc, je disais, moi, je pense qu'il y a un problème qui est un problème culturel, c'est que les sujets âgés de maintenant, c'est des gens qui ont 70, 75, 80, 85, 90 ans. Moi, je travaillais beaucoup avec des sujets qui ont plus de 80 ans et on va dire jusqu'aux années 70. La verbalisation des affects, c'était pas vraiment dans la culture dominante. C'est quelque chose de très récent.
Et donc, c'est des gens qui ont été éduqués pour la plupart dans l'idée que quand on avait un problème, eh ben, on le gardait pour soi. Et quand on était malheureux, ben, on serrait les dents et on attendait que ça passe. Voilà. Ça s'accompagne donc d'une tendance à rationaliser énormément euh, le sentiment de tristesse ou la morosité, ou alors même carrément au déni. Et moi, très régulièrement, je vois les patients dont je sais qu'ils sont tristes, d'accord? C'est clair, mais ils le reconnaissent absolument pas. Une autre difficulté, c'est de différencier l'absence de joie de la tristesse. Pour moi, il est normal d'avoir des moments de tristesse qui s'accompagnent de moments de joie. Ça fait partie du fonctionnement de tout un chacun et on peut avoir des périodes qui sont des périodes difficiles dans lesquelles on est triste, mais on a encore accès à des moments de joie même dans ces périodes de tristesse. Par exemple, c'est le cas j'allais dire, d'un deuil normal. Mais il peut exister aussi, et ça peut, j'allais dire, s'installer progressivement, des états d'absence complète de joie possible. D'accord? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est quand les gens deviennent incapables de ressentir des émotions positives. J'attire l'attention aussi, ça c'est pas spécialement des médecins, mais de tous les soignants en général, sur les gens qui sont moroses en permanence, qui verbalisent pas de tristesse, mais dont on sent à travers les interactions qui sont juste, qui sont que dans des émotions négatives, quoi. Voilà, c'est ce que j'appelle la morosité. Là, c'est un tiré pour les psychiatres. C'est difficile de repérer l'anédonie chez quelqu'un dont la vie quotidienne est une succession d'épreuves. Et quand vous êtes aux âges extrêmes de la vie et dans le très grand vieillissement, et que les problèmes somatiques s'accumulent et que les pertes fonctionnelles s'accumulent, la vie ressemble de plus en plus à une succession d'épreuves. Et donc, j'allais dire que la recherche du plaisir n'est plus une motivation essentielle, et c'est plutôt la recherche du confort et la recherche de la non-souffrance, ou en tout cas, ouais, c'est de la recherche des petites choses toutes simples qui deviennent un des moteurs de la survie. J'insiste encore enfin sur un dernier point, c'est le rôle des aidants et des intervenants tiers dans l'établissement d'un changement par rapport à un état antérieur. Vraiment, vraiment, vraiment. La dépression, c'est quelque chose qui s'installe de manière plutôt brutale. D'accord? On retrouve souvent un élément déclencheur. C'est ce qui va faire la différence avec les processus démentiels. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vois pas régulièrement en consultation des gens que je pense être en dépression ou qui sont très profondément déprimés, et que c'est des processus qui durent depuis des années et qui semblent s'être installés progressivement. Mais il faut quand même prendre le temps d'interroger l'entourage pour essayer de retrouver un facteur déclenchant. Et même après 2, 3, 4, 5, parfois 10 ans, on retrouve une modification comportementale qui fait suite à un événement particulier, et notamment les deuils ou j'allais dire, les modifications dans l'histoire de vie familiale, les changements dans l'histoire de vie familiale. Et moi, je pense beaucoup à ces mères de famille qui développent ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, qui au départ des enfants et au moment de la retraite se retrouvent
un petit peu désœuvrées et qui vont progressivement se replier un petit peu sur elles-mêmes et perdre j'allais dire, leur élan vital. Et ça, c'est des choses que les gens n'ont pas forcément tendance à conscientiser, mais que l'entourage identifie assez facilement. Un outil qui est l'outil vraiment de référence, l'outil très simple. Alors, c'est pas l'outil que j'utilise, hein, bien sûr, mais c'est un outil que je recommande aux médecins généralistes et aux infirmiers, même aux aides-soignants. C'est la mini GDS. Vous voyez, si le score est supérieur à 1, la probabilité de dépression est très importante. Si le score est à 0, très probablement qu'il n'y a pas de dépression. C'est des questions qui sont très simples, qui sont très rapides. Euh, et qui me semblent être des questions qu'on peut poser même dans une conversation courante. Il faut savoir que dans ma pratique clinique, moi, je pose très souvent, très très souvent la question, et j'ai absolument pas peur de la poser, et les sujets âgés ne s'offusquent pas qu'on la pose. Est-ce que vous avez envie de mourir, ou en tout cas, est-ce que vous n'avez plus envie de vivre? Et c'est une question que je recommande à tous les intervenants, parce que ça donne quand même un très bon aperçu de l'état d'esprit des sujets âgés. Alors, donc il y a des formes cliniques qui sont assez spécifiques du sujet âgé et sur lesquelles maintenant on va passer un petit peu plus de temps pour vous permettre d'être alerté, de vous poser la question de la dépression dans des contextes qui sont particuliers. Le premier contexte, c'est la dépression secondaire, pour lequel, si vous traitez la cause, et je parle des maladies somatiques, quelles qu'elles soient, en général, il y a un retour à l'état affectif normal. Et après, il y a ce qu'on appelle les dépressions masquées. C'était une appellation que j'avais apprise auprès de vieux gérontopsychiatres. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, mais que en pratique clinique, je trouve très pertinent, avec différents masques qu'on va voir maintenant. Alors, le premier, c'est le masque hypochondriaque ou somatique. Il faut savoir que c'est une forme de dépression très classique et que c'est une dépression qui va être très fréquemment rencontrée en médecine générale. C'est un motif de consultation fréquent. C'est un motif qui conduit à des demandes d'examen et de traitement très important, et on va s'apercevoir qu'en fait, souvent, les examens qu'on réalise et les traitements qu'on propose ne répondent pas aux attentes des patients et n'améliorent pas forcément la situation. Comme vous voyez, dans cette forme de dépression, il y a souvent un déni du sentiment de tristesse, ce qui fait la difficulté de diagnostiquer la dépression. Et surtout, au premier plan, il y a de multiples plaintes somatiques, et notamment énormément de douleurs, d'accord, qui sont en général mal systématisées, ou en tout cas que vous avez du mal à expliquer par une atteinte somatique. Ça s'accompagne évidemment de difficultés de sommeil, de fatigue et de tout un cortège. Moi, je parle d'un discours plaintif. Après, il y a ce qu'on appelle la dépression délirante, dans lequel on va retrouver un délire qui est la plupart du temps interprétatif ou imaginatif, qui est en général assez systématisé, bien construit, qui tourne autour des idées de préjudice, de persécution, de jalousie. Des faits assez banals sont interprétés négativement. Euh, dans lequel parfois il y a des hallucinations, mais c'est quand même, pour moi, c'est assez rare, les hallucinations. Et moi, je trouve que la dépression délirante, elle est souvent présente chez des gens qui avaient des tendances à avoir des personnalités pas pathologiques, parce que c'est des gens qui ont bien fonctionné toute leur vie, mais j'allais dire un petit peu méfiantes, pour ne pas dire, enfin, je dirais pas, j'emploierai pas le terme de paranoïaque, parce que c'est pas
c'est pas adapté compte tenu du fait que c'est des gens qui ont vécu leur vie normalement, mais peut-être que c'est des gens qui étaient un peu plus isolés que la normale, qui avaient tendance à considérer que quand ils avaient un problème, c'était plutôt la faute de l'autre qu'à se remettre en cause eux personnellement, qui étaient plutôt ou alors des gens qui étaient assez craintifs, assez sensitifs. Et en fait, avec le vieillissement, il va y avoir un appauvrissement des capacités cognitives et des difficultés d'adaptation à l'environnement. Et c'est des gens qui vont développer des mécanismes de, encore une fois, c'est des mots de la psychopathologie ancienne, mais je trouve que c'est assez pertinent, des mécanismes de défense fondés sur l'idée que quand ils ont mal, quand ils ont une souffrance, eh ben, ça vient du monde extérieur, ça vient des autres. Voilà. Et donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un fond dépressif dans dans une histoire de plainte répétée à propos d'un voisin, d'un membre de la famille qui pose des problèmes. Voilà. Ensuite, il y a la dépression hostile. Moi, c'est la dépression, pour moi, c'est la dépression Tati Daniel. Elle est très fréquente aussi. L'irritabilité, Stéphane le soulignait, l'irritabilité, l'agressivité, c'est un symptôme de dépression. Pareil, c'est des gens qui ont souvent des personnalités qui étaient des personnalités que je situerais dans le registre de de la méfiance et pour qui, quand il y avait un problème, ça venait du monde extérieur. Ça s'accompagne fréquemment d'agitation et de l'habileté émotionnelle. Donc, ce pas des gens qui sont tristes en permanence, même au contraire, c'est des gens qui, vous allez avoir l'impression qu'ils sont très en forme à certains moments, parce qu'ils sont dans une espèce de réaction de défense face à l'environnement, et c'est ça qui les rend agressifs. Et ça peut les rendre agressifs aussi avec vous et avec les soignants en général. La dépression anxieuse, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'antécédents de maladies psychiatriques et qui vont développer avec, encore une fois, avec l'appauvrissement des capacités d'adaptation au monde environnement, un fond anxieux et qui va se manifester par des poussées avec des crises d'angoisse. Mais ces crises, elles surviennent quand même dans un contexte où les gens deviennent de plus en plus craintifs et on se met à avoir peur un petit peu de tout, des peurs qui sont exagérées, pas irrationnelles, mais exagérées. Ça rend les sujets âgés beaucoup plus dépendants à leur environnement et notamment aux aidants et aux soignants. Et ça majore le risque de prescription d'anxiolytiques seuls et en particulier de benzodiazépines. Et on reviendra après sur sur les benzos. Alors la dépression cognitive, ça c'est la dépression allergique. Euh, c'est la dépression qui est la plus difficile à traiter selon moi. C'est souvent, enfin, je pense que c'est souvent la conséquence aussi d'une atteinte de la microcirculation cérébrale. D'accord? On parlait avant de dépression vasculaire, on parle toujours de dépression vasculaire. La dépression vasculaire, c'est souvent une dépression qui s'accompagne de la démotivation, des engagements, d'un laisser-aller, l'indifférence. C'est la dépression de l'apathie, la boulie, la pragmatisme, l'anédonie. Et qui conduit finalement à une régression complète, pouvant aller quasiment, enfin carrément jusqu'au syndrome de glissement, les gens qui se laissent complètement aller, qui se laissent vivre dans leur vie. Parfois, on obtient quand même des résultats qui sont très intéressants à l'introduction des traitements antidépresseurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la pseudo-démence dépressive ou le masque démentiel, où là, en fait, c'est une démence qui commence de façon assez brutale, dont le tableau est essentiellement marqué par un syndrome exécutif, des moments de confusion, de désorientation, mais des troubles amnésiques qui sont améliorés par l'indissage, parfois des troubles du comportement qui accompagnent les moments de grande désorientation et de confusion.
Quelle est la conduite à tenir dans la dépression du sujet âgé? Moi, je dirais la première chose, c'est prendre le temps de poser des questions. Et poser les questions, c'est pas les poser forcément au sujet âgé que vous avez en face de vous, c'est les poser aux accompagnants, aux soignants, aux différents intervenants. Vraiment, c'est fondamental de comprendre que la personne âgée, elle est au milieu d'un réseau et qu'il va falloir interroger l'ensemble des intervenants du réseau pour avoir une idée du fonctionnement global. D'accord? Et en fait, c'est jamais que le développement de ce que moi j'avais appris comme étant l'évaluation gériatrique et avec une mini-évaluation psychiatrique, une mini-évaluation cognitive et une évaluation de l'environnement social. Toujours se poser la question du risque suicidaire. Rappelez-vous, les sujets âgés sont beaucoup plus à risque de suicide. Je parle de suicide, pas seulement de TS, mais de suicide que les sujets jeunes. Ne pas hésiter à faire des bilans somatiques, même il faut être, j'allais dire, très systématique. Quand vous suspectez une dépression d'apparition assez brutale, euh, j'allais dire, sans éléments affectifs déclencheurs évidents, allez rechercher une étiologie somatique, hein. Ça peut très bien être une dépression secondaire. Il ne faut pas hésiter à poursuivre et à étendre le bilan, surtout si vous avez des résistances au traitement, et ne pas hésiter non plus à faire un petit peu à distance de la mise en place d'un traitement, un bilan cognitif. Je le sais d'expérience, la dépression du sujet âgé, c'est aussi un mode, c'est-à-dire un symptôme d'entrée dans les maladies neurodégénératives. Les patients Alzheimer, je crois que c'est 50% des cas, ça se manifeste initialement par des modifications comportementales de l'ordre de symptômes dépressifs. La conduite à tenir, alors quand est-ce qu'il faut traiter? Moi, je pense qu'il faut ne pas hésiter à traiter. D'accord? Il vaut mieux traiter vite, bien et trop que pas assez, compte tenu de la gravité du pronostic, et en particulier du pronostic fonctionnel. C'est beaucoup plus difficile de récupérer quelqu'un qui s'est gravatisé, d'accord, que de lui éviter de se gravatiser en lui mettant un traitement antidépresseur bien conduit. Quoi qu'il arrive, il faut toujours traiter s'il y a un retentissement significatif sur la vie de tous les jours et s'il y a une douleur morale intense et c'est ce que j'apprends aux internes, si vous avez peur d'un passage à l'acte, écoutez votre peur, c'est bon. Faites confiance à votre estomac, on ne vous en voudra jamais d'avoir un petit peu trop traité, on pourrait vous en vouloir de ne pas assez traiter. Comment je pense que les antidépresseurs, c'est toujours à essayer. En particulier chez les sujets âgés, parce que moi, enfin, ça c'est une vue très personnelle, hein. Je n'ai pas été formé spécialement à la psychothérapie, j'aime bien le TCC, je connais bien le TCC, mais je pense que quand on a 75 ans ou 80 ans ou même 85 ans, c'est plus vraiment le moment d'apprendre aux individus à faire face avec leurs propres ressources aux difficultés affectives qu'ils peuvent rencontrer, ou en tout cas vous pouvez le faire, hein, c'est toujours bien de le faire, mais on a un risque supplémentaire que de ne pas les mettre sous antidépresseurs, sachant que les antidépresseurs sont très rapidement actifs et qui permettent un soulagement important de la souffrance. Il faut savoir que la sismothérapie, c'est quelque chose qui est très efficace et qui est très recommandé chez les sujets âgés. Mais malheureusement, les gens sont assez réticents, aussi bien les soignants que les patients. Je comprends. Pour moi, c'est une affaire de spécialistes, mais ça se justifie particulièrement avec le sujet âgé.
Ne pas oublier de corriger les facteurs de risque cardiovasculaire et les autres troubles pathologiques, et pathologies somatiques associées. Ne pas oublier la prise en charge sociale. Il faut impliquer l'entourage, impliquer les soignants qui Je peux poser la interviennent. question. Et alors, c'est quelque chose auquel j'étais pas très sensible, auquel je suis devenu très, très sensible. Il faut favoriser l'activité physique. De plus en plus de publications montrent que l'activité physique est au moins aussi efficace que les traitements antidépresseurs dans les épisodes dépressifs majeurs, mais forme légère à modérée. D'accord? Donc, quand vous avez quelqu'un qui a une dépression légère ou modérée, faites-lui faire du sport. Faites-la bouger. D'accord? Ça permettra, en plus, chez le sujet âgé, de prévenir les pertes fonctionnelles et la gravatisation. Oui, si je peux intervenir là, sur ce Ouais. dernier point là, de l'activité physique et l'intervention des proches, enfin bref, ben oui, c'est toujours mieux. Ça, il y a un haut niveau de preuve sur l'efficacité de l'activité physique pour les troubles anxieux sur toutes les populations. Et en tout cas, pour les personnes âgées, ben, c'est l'occasion de se faire promener, de faire du lien social et tout ça. Donc vraiment, oui, 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 c'est le premier niveau de la santé. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est un discours auquel les patients adhèrent parce que justement, c'est non médicamenteux. Il y a souvent cette réticence aux médicaments. Mais c'est sur la sismothérapie, les ECT que je voudrais intervenir. On est bien d'accord que l'avantage des ECT, ben, c'est qu'il n'y a pas de médicaments et de comprimés en plus sur l'ordonnance, n'est-ce pas? Ouais, alors moi j'ai un. On va parler, on va revenir, c'était après dans la discussion ouverte. Bon, je vais finir juste la prise en charge parce que je vais Ok, vous donner ma vision de la dépression chez nous à Marseille. Enfin, oui, de la dépression du sujet âgé à Marseille. Et ça permettra de revenir sur les ECT. Je suis d'accord avec toi, hein. Moi, idéalement, la moitié des gens que je vois, je leur ferais bien faire des ECT. Malheureusement, oui, c'est plus compliqué que ça. oui, Voilà. Donc, pour les antidépresseurs, chimiothérapie. voilà, ce qu'il faut retenir, c'est les ISRS en première intention. Celui que je recommande, la sertraline. Ne vous posez pas de questions, c'est en première intention sertraline. D'accord? Après, c'est des discussions de spécialistes. Le déroxate, je pense qu'il faut oublier. Le déroxate, c'est anticholinergique, donc c'est potentiellement confusogène et c'est très addictogène. Donc après, que des psychiatres prescrivent du déroxate dans certaines circonstances particulières, je le comprends. Je ne pense pas que ça soit à prescrire en première intention chez le sujet âgé en soins courants, en soins de vie. C'est mon opinion, d'accord? C'est aussi l'opinion de beaucoup de recommandations internationales qui mettent la sertraline comme premier traitement à utiliser chez les sujets âgés. Les autres ISRS, on peut les utiliser. Je vous alerte quand même sur le fait que le séroplex n'est pas à utiliser chez le sujet âgé. Il y a eu des multiples warnings à cause du risque d'allongement du QT. Il est interdit d'utiliser le séroplex avec les autres traitements qui peuvent potentiellement allonger le QT. Chez le sujet âgé, il y en a beaucoup. Chez le sujet dément, il y a tous les neuroleptiques. Donc, le séroplex, c'est pas le traitement de première intention de la dépression du sujet âgé, d'autant plus qu'on ne peut pas aller au-delà de 10 mg après 65 ans, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter à la posologie maximale. Voilà. Le principe, c'est qu'on commence à. C'est ce que je recommande, hein. C'est ce qui est recommandé de manière assez large. On commence à demi-dose pendant une semaine. Et puis après, on passe à la dose minimale efficace recommandée. La sertraline, c'est 50 mg. Et on n'hésite pas à augmenter jusqu'à la posologie maximale recommandée par le laboratoire.
En général, moi, je le fais après 15 jours, 3 semaines. Si j'ai vraiment aucune réponse, j'attends pas un mois ou un mois et demi avant de savoir si je vais avoir une réponse à 50 mg de sertraline. Si j'ai vraiment aucune réponse, j'augmente facilement à 15 jours à 75 mg ou à 3 semaines à 75 mg et puis à 100 mg à un mois et on va dire 150 mg un mois et demi. D'accord? Je suis vraiment, surtout si la personne a un retentissement fonctionnel important, je suis assez proactif et j'essaye d'aller assez vite. Voilà. Si vous avez un échec, vous changez d'ISRS, ou mieux, moi je recommande de changer de place. J'essaye assez facilement un IRSNA, comme l'Effexor, à la limite près que il faut savoir que l'Effexor, quand on augmente les doses, l'effet noradrénergique entraîne des risques d'hypertension artérielle. Donc, chez les patients qui ont une hypertension artérielle, c'est à manier avec précaution. Et très régulièrement, j'ai constaté que je déstabilisais des hypertensions artérielles qui étaient bien stabilisées sous traitement à l'introduction d'un venlafaxine. L'autre choix pour moi, c'est le Norset. C'est très bien. En particulier, ce que je fais, c'est que je Attention, l'associe Norset. en fait à la sertraline et ensuite je réduis les doses de sertraline si la Norset est efficace. Voilà. Et si vraiment il n'y a aucune efficacité, ben, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais potentialiser l'effet de la sertraline avec la nirtazapine et je vais pousser le Norset jusqu'à 45. Et bon, ça, j'allais dire, c'est de la prise en charge spécialisée. Je pense que si vous êtes dans ces cas-là, il vaut mieux appeler un confrère psychiatre et discuter du patient. Je peux poser une question? La durée du traitement, c'est pour moi, c'est au moins 2 ans. C'est beaucoup plus que 6 mois, qui sont les recommandations pour le sujet jeune après la rémission complète des symptômes dépressifs. Et c'est même souvent à vie, en particulier chez les sujets qui sont âgés, voire très âgés. Il n'y a pas tellement de bénéfices à arrêter un antidépresseur, sachant que si vous mettez 50 mg ou 25 mg de sertraline, il n'y a quasiment pas de risque, sauf celui d'hyponatrémie. Éventuellement, le risque d'augmenter le temps de saignement par une très légère inhibition de l'aggregation plaquettaire. Donc, si c'est des patients qui sont sous liquides, sous anticoagulants, vous majorez un tout petit peu le risque de saignement, mais c'est vraiment minime. Voilà. Et on peut associer au traitement antipsychotique dans certains contextes, en particulier les dépressions qui sont un petit peu délirantes, sachant que moi j'ai le Zyprexa ou l'Abilify à 2 mg et demi le matin pour les gens qui sont un peu trop, qui manquent de dynamisme, assez facile. Mais j'allais dire encore une fois, ça commence à être de la prise en charge spécialisée. Et par contre, ce que je recommande, c'est les benzos et en particulier le Seresta dès qu'il y a de la souffrance psychique et je le mets assez facilement si besoin. Voilà. J'avais un cas clinique, mais on n'a plus vraiment le temps et je préfère qu'on parle ensemble voilà, de la dépression du sujet âgé à Marseille parce que ça me semble très important et ça vous concerne tous au premier plan. Je crois que Béatrice, tu avais une question? Non, c'était Sophie, non? C'était Sophie? Non, c'est Sophie. Ouais. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, j'ai une question, bien sûr, infirmière. Donc là, je viens de m'arracher les cheveux. Alors, j'ai deux questions en fait, parce que d'abord, je voudrais savoir pourquoi, quand les personnes âgées sont malheureusement hospitalisées quelques jours, ils reviennent systématiquement sans leur traitement antidépresseur. Alors, je sais bien qu'on est pur, mais là, vous venez bien de nous conforter dans le sens qu'il faudrait peut-être leur laisser. Et ensuite, je voudrais savoir comment on peut éventuellement suggérer à un généraliste d'enlever le séroplex. Alors, la première question, on est pur parce que la plupart des gens ne sont pas formés à la dépression du sujet âgé et imaginent que le traitement antidépresseur, c'est un traitement de confort et que ça va entraîner plus de conséquences négatives que de conséquences positives.
c'est ce qu'on apprend aux jeunes générations de médecins et donc ils ne font que appliquer ce qu'on leur a dit d'appliquer et ils ne sont pas dans la vraie vie qui est de s'occuper de personnes qui sont isolées à la maison, qui n'ont aucune source de joie et qui petit à petit vont, j'allais dire, vont s'enfermer dans une espèce d'ankylose affective et pour qui je trouve, mais après c'est une appréciation personnelle, que le maintien d'un traitement antidépresseur permet de, euh, une certaine, un certain dynamisme affectif. Voilà. Ça, c'est mon vécu personnel. Et après, moi, je suis très sensible à la souffrance des personnes âgées. D'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. D'accord? Pour moi, la douleur morale, c'est comme de la douleur physique, ça doit être pris en charge. Et pour moi, le traitement antidépresseur, c'est comme le Doliprane sur la douleur physique. Voilà. C'est-à-dire que quand le contexte s'y prête, d'accord, le fait qu'un traitement antidépresseur chez un patient qui a 85 ans, qui est seul, même si on n'est pas dans le cas d'une dépression où les critères cliniques sont parfaitement validés, vous avez vu, on a parlé de masques de la dépression et de formes particulières de dépression du sujet âgé. Moi, je considère qu'on peut rentrer assez facilement dans ces masques-là. Et donc, laisser un antidépresseur, ce n'est pas vraiment du luxe. D'accord? Après, c'est une vision personnelle. Moi, je suis pour améliorer la vie des gens au quotidien. Je ne suis pas pour respecter les recommandations des sociétés scientifiques, le doigt sur la couture. D'accord? Parce qu'elles sont malheureusement parfois éloignées de la réalité du terrain. Et que la réalité du terrain des sujets âgés, voire très âgés, il y a très peu de gens qui la connaissent en fait. Ou en tout cas, il y a très peu de gens qui la connaissent dans les gens qui travaillent à l'hôpital. Parce qu'ils n'ont pas tellement l'habitude de sortir des hôpitaux. Ils ne se rendent pas comme vous dans les domiciles des personnes âgées. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je bosse dans les EHPAD. C'est la cata, quoi. C'est la cata absolue. La cata absolue. Voilà. En fait, On va y venir. Et pour la deuxième question, je pense qu'il faut simplement rappeler aux médecins généralistes que le séroplex, au-delà de 65 ans, il faudrait faire un ECG. Simplement, il faut lire en fait le Vidal, les recommandations. je ne peux pas dire ça. Mais Il faut si, être diplomate, mais Ah non, non. Peut-être qu'il y a une marge de manœuvre, je parle en tant que médecin généraliste, on entend toujours, hein, des fois, on regarde plus assez les ordonnances au long cours, mais de gérer ça avec l'expertise aussi du pharmacien qui regarde les interactions par rapport à l'allongement du QT, et ça peut-être faciliter cette... moi c'est l'argument que j'utilise en maison de retraite. J'ai souvent des généralistes, enfin, il y a des généralistes qui sont réticents à changer les traitements et qui, quand ils veulent vraiment pas changer le séroplex, je recommande la réalisation d'un électrocardiogramme pour vérifier l'espace QT et en cas d'allongement, je rappelle qu'il est préconisé d'arrêter le traitement et en général, ils changent le traitement assez rapidement. Voilà, personne n'aime prendre des risques. Donc, à moins de tomber sur des gens qui sont vraiment bornés, mais il n'y en a pas beaucoup, sincèrement. Voilà, pour les généralistes et autres praticiens, parce qu'il y a aussi des psychiatres qui prescrivent du séroplex. Bon, bref, voilà. Mais ce qu'on peut dire à nos praticiens du 4-5, c'est: ah ben alors, on t'a pas vu au webinaire sur les personnes âgées? Voilà. Moi, j'avais une question aussi. Quelles sont les recommandations quand on switch d'antidépresseur, enfin la conduite à tenir pour la diminution de l'effet du premier et la prise d'effet du deuxième? Alors,
Ça, c'est des questions qui sont compliquées, enfin, qui sont très simples quand vous switchez d'un ISRS à un ISRS ou IRSNA. Moi, je switch dose pour dose. C'est-à-dire que, en gros, si je suis à 100 mg de sertraline et que j'ai vraiment aucun effet, ou à 150 mg de sertraline et que j'ai vraiment aucun effet, je vais diminuer d'un palier la sertraline. Voilà. Donc je dis, je redescendrai à 100 et j'utiliserai la deuxième molécule et par exemple, ça serait le Brintellix. D'accord? Le Brintellix c'est jusqu'à 20 mg. Et ben, je ferai à peu près 100 mg de sertraline, je dis c'est 10 à 15 mg de Brintellix. Je fais dose pour dose en fait. D'accord? L'Effexor, si j'ai 50 mg ou 100 mg de sertraline, je passe à 75 mg d'Effexor d'un coup. Et je ne fais pas un cross, ce qu'ils appellent un cross tapering, c'est-à-dire une diminution progressive de l'un, augmentation progressive de l'autre. Ça, c'est quand c'est pour des ISRS, aux ISRS ou ISRS, IRSNA. Pour le Norset, je laisse l'ISRS, j'ajoute le Norset. Le Norset, je commence toujours à demi-dose et je revois le patient à 3 jours ou une semaine parce que le Norset, c'est potentiellement confusogène. D'accord? Ça fait dormir et c'est confusogène. Et très rapidement, on peut se retrouver, en 3 jours, hein, ça peut être carabiné. Les patients, ils sont sur le toit avec le Norset. Donc, il faut être méfiant avec le Norset. D'accord? Donc, n'arrêtez pas le premier antidépresseur. Vous commencez le Norset, vous le commencez doucement. D'accord? Vous l'augmentez progressivement. Et si vous voyez que vous avez vraiment un effet, et que vraiment, au bout de 15 jours, vous avez vraiment une amélioration très significative, à ce moment-là, vous commencez à diminuer l'autre. D'accord? Par exemple, vous avez un Norset, vous étiez à 150 mg de sertraline, vous avez rajouté un demi-Norset, ça a bien marché, vous repassez à un Norset complet. Au bout de 15 jours, 3 semaines, vous apercevez que vraiment, là, il y a un changement très significatif, il y a une grosse amélioration de l'humeur. D'accord? En général, c'est très rapide. C'est très rapide. La sertraline, vous repassez rapidement à 100. Vous voyez ce qui se passe. Moi, je trouve que l'amélioration se maintient. Et puis, c'est-à-dire 100, c'est-à-dire au bout de 15 jours, si vous avez vraiment un changement, vous passez à 100. Et puis, une semaine après, si le changement se maintient, si l'amélioration se maintient, vous passez à 50. D'accord? Et vous voyez ce qui se passe à 50. Comme ça, vous tombez à la dose minimale efficace de sertraline. Et en général, en un mois et demi, si une Norset est efficace, la dépression a quasi complètement régressé. Et là, vous pouvez passer à 25 mg, voire arrêter complètement la sertraline. Et vous n'avez plus qu'un traitement antidépresseur. D'accord? Parfois, vous descendez la sertraline et vous apercevez qu'à ce moment-là, c'est pas top. Donc, vous la laissez et vous augmentez le Norset. Et moi, j'ai des patients, régulièrement, j'ai des patients qui sont sous 150 mg de sertraline et 1 ou 2 Norset. D'accord? Et ce qu'on voit des fois 2 antidépresseurs, c'est à l'association avec le Norset que vous avez commencé. Voilà. Mais moi, c'est ce que je fais assez régulièrement. D'accord? Je pense qu'il est plus simple de faire un switch entre la sertraline et le Brintellix, par exemple. D'accord? Ou la sertraline et l'Effexor. Switch entre la sertraline et le Brintellix. Ouais, ou l'Effexor. D'accord? L'association de 2 antidépresseurs, on commence à entrer, je pense, dans de la pratique qui est de la pratique de spécialité. D'accord? Vous pouvez le faire, hein, ils le font en EHPAD, mais je pense que ça nécessite une certaine surveillance, d'accord? Que vous n'avez pas forcément le loisir de faire en cabinet de médecine générale. Voilà. Alors peut-être deuxième question, du coup avec Stéphane on parlait de l'aspect sédatif là, du Norset. Est-ce que il y a des spécificités de prise selon les antidépresseurs et leur effet et les formes, donc des antidépresseurs plutôt stimulants, des antidépresseurs Alors moi plutôt j'oublierais sédatifs? déjà les stimulants, non stimulants. Pour moi c'est pas pertinent, d'accord?
Les tricycliques, j'oublie, je ne les utilise jamais, quasiment jamais. D'accord? Pour moi, c'est la prise en charge ultra spécialisée. Et c'est à éviter absolument avec le sujet âgé. Aussi bien pour le risque cardiovasculaire que pour le risque confusiogène. D'accord? Et puis, ça a un inconvénient majeur selon moi, c'est que ça ne peut pas être associé aux autres antidépresseurs. Donc, vous ne pouvez pas faire de croisement entre les tricycliques et les autres antidépresseurs. C'est-à-dire que le tricyclique, vous le laissez, vous le diminuez, vous l'arrêtez, et puis vous restez 15 jours sans antidépresseur, et puis vous réintroduisez un deuxième antidépresseur. Parce que sinon, il y a un risque de syndrome sérotoninergique. Ouais. Alors, je parlais plutôt sur la prise. Du coup, le Oui, Norset, oui. ça se prend plutôt le Non, soir. d'accord. Ah oui. Donc, j'en viens aux horaires de prise. Parce que, D'accord. notamment, les tricycliques, il y en a beaucoup qu'on donne le soir parce qu'ils sont sédatifs. D'accord? Le Norset, on le donne le soir, effectivement, parce que c'est sédatif. Ça fait bien dormir. Cependant, donc, Norset, on le donne le soir. D'accord? Mais moi, j'ai vu des gens sous Norset avoir enfin, ils pètent le feu, quoi. Et en particulier, moi, je l'utilise beaucoup chez les gens qui ont des maladies qui touchent les noyaux gris centraux, les maladies neurologiques, les maladies Parkinson. D'accord? Je trouve que c'est très efficace. Mais ça se donne le soir et c'est pas un traitement qui est sédatif chez ces gens-là. Enfin, il est sédatif la nuit, mais c'est des gens, moi j'ai vu des gens vraiment qui avaient la maladie de Parkinson ou des maladies à corps de Lévy ou la dégénérescence cortico-basale qui étaient améliorées de manière spectaculaire par le Norset et notamment en termes d'activité physique, d'accord, et d'activité motrice. Donc la catégorisation sédative me semble pas totalement pertinente. Les autres antidépresseurs, et notamment les sérotoninergiques, je les donne le matin. Voilà, en particulier Prozac, Brintellix, sertraline, Effector, Deroxate, j'évite, mais ça se donne plutôt le soir. De manière générale, vous le donnez donc le matin si c'est les ISRS, le soir si c'est le Norset, et vous revoyez votre patient à 15 jours et vous voyez qu'est-ce qui se passe. D'accord? Parce qu'il y a des patients qui ont des réactions qui sont un petit peu paradoxales. Voilà. Je pense que la première recommandation que je fais, c'est ne laissez pas votre patient dans la nature. D'accord? C'est les traitements antidépresseurs, c'est des traitements qui sont très efficaces et pour lesquels des fois, c'est un effet qui est magique. Vraiment, vraiment magique. Et en une semaine, moi je pense que les patients que vous mettez sous antidépresseurs, il faut que vous les revoyiez à une semaine. En médecine générale. Et moi, je prends des nouvelles à une semaine, de manière générale. Voilà. Il est l'heure, non? Ok, merci. Il est bientôt l'heure. Merci, c'est super, Sébastien. Et en plus, c'est pile ce que je fais. C'est pas pour faire ma pub, mais ça me rassure. Donc, Voilà. Je voudrais juste terminer sur le contexte marseillais, parce que bon, c'est bientôt l'heure, mais c'est très important, parce que je pense que ça conditionne la prise en charge. tu voulais dire un mot pour terminer, peut-être sur les ECT. Alors, je me rends Oui, compte que justement, on en vient aux le ECT. ECT, en fait, ça veut dire électroconvulsivothérapie, autrement dit sismothérapie, autrement dit électrochoc. Voilà. Ouais. Voilà. L'électrochoc, c'est une thérapeutique que moi j'adore, qui est très recommandée. Il y a très peu d'effets secondaires, c'est très sûr, mais ça a une très mauvaise presse. D'accord? Il y a peu d'établissements qui le font. Les établissements sont débordés. Et à Marseille, quand vous avez plus de 70 ans et que vous avez une comorbidité somatique, on ne vous prend pas en clinique. Et quand vous avez plus de 85 ans, avec ou sans comorbidité, on ne vous prend pas en clinique. D'accord? Donc il y a un vrai problème de psychiatrie du sujet âgé. Il y a un service hospitalier, c'est Valvert. Valvert, ils doivent avoir 20 lits ou 22 lits. Ils sont censés accueillir l'ensemble des patients du secteur de Marseille. Ils ne peuvent pas. En dehors de ça, à l'hôpital, il n'y a pas véritablement de service de psychiatrie du sujet âgé. Les urgences, ils sont très réticents à accueillir des sujets âgés. Ils les renvoient très facilement
sur les établissements ou en libéral, parce qu'il n'y a pas de tasse d'aval. D'accord? Les services de psychiatrie, l'assistance publique, on n'aime pas prendre des sujets âgés, il ne faut pas te raconter d'histoire. J'arrive pas, moi, à hospitaliser mes patients. Que ce soit clair pour tout le monde, moi, j'y arrive pas. Voilà. Et donc, c'est très difficile. Je pense que il faut faire pour le mieux, mais il peut pas y avoir, on ne peut pas faire de miracle et on est très isolé. Et par contre, ce que je recommande, c'est l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, mais j'en connais deux en fait. Il y a celle de Valvert et celle de la Conception, et notamment dans le 4-5. C'est le docteur Fajula qui s'en occupe, qui travaille très très bien et avec qui je travaille moi et qui peut faire des visites à la maison. Voilà. J'espère que j'ai dit l'essentiel. Eh ben, c'est super, vraiment. C'est le bon format. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, cette CPTS est magique. On tombe toujours sur les bonnes personnes pour nous faire des webinaires. Non, mais merci Sébastien, c'était clair, efficace, voilà, et direct. Donc c'est tout à fait ce qu'on demande. Merci beaucoup. Peut-être est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire que se souhaiter des bonnes choses et bon week-end? Oui, non, je rejoins Stéphane. C'est vrai que les messages sont passés, autant en diagnostic qu'en prise en charge globale et en traitement. Donc, c'est vrai que c'est pertinent. Et puis, on a l'impression qu'on ressort de ce format avec des notions ancrées. Donc, c'est très bien. Merci pour ça. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Merci de m'avoir invité. C'était un Oui. plaisir. Bon week-end à tout le monde, bonne fin de semaine et bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.